Et tu dirais que c'est quoi un avantage pour une boîte à faire appel à un part-time C-level, etc. versus recruter quelqu'un full-time? Mais quelqu'un qui cherche un CMO et qui met le budget, quelqu'un qui est prêt à prendre du recul et dire bon, j'ai compris que c'était ton domaine, je te laisse jouer et moi je me contente de venir vérifier si tu as besoin d'aide ou si tu es bloqué. Agilité, flexibilité, se prévenir du risque et avoir une meilleure expertise et seniorité sur un sujet précis. Truc un peu cool aussi dans la position de CMO as a Service, c'est que du coup, tu es confronté au marché de manière un peu plus globale. Pour moi, CMO part-time, c'était l'opportunité d'attaquer différentes verticales marketing pour une grande diversité d'entreprises et de le faire en fait en même temps et donc d'avoir une progression exponentielle et de pouvoir en fait valoriser tout ça. Clairement, dans ce que tu es en train de décrire, tu te mets vraiment dans une position de leader où tu vas dire mais en fait, je connais mon métier, on va fonctionner étape par étape, je sais exactement que c'est les différentes étapes qui vont me permettre d'eux. Et derrière, il faut effectivement avoir une CEO qui soit à l'écoute, qui comprenne, etc. Non mais tu vois, c'est pas évident. En fait, ce qui est facile, c'est de voir le niveau de titre qui est attendu dans les annonces. Parce qu'en fait, rechercher un CMO, c'est pas la même chose qu'un responsable marketing. Alors qu'honnêtement, 80% du métier dans une startup, c'est le même. Mais quelqu'un qui cherche un responsable marketing, il va pas chercher un CMO. Il va chercher quelqu'un qui va en effet lui lancer ses tactiques telles qu'il les a imaginées. Donc il n'est pas prêt à lui laisser de la place. Quelqu'un qui cherche un CMO, bon, parfois ils veulent ça parce qu'ils payent pas cher et que du coup ça couvre un peu la misère. Mais quelqu'un qui cherche un CMO et qui met le budget, quelqu'un qui est prêt à prendre du recul et dire bon, j'ai compris que c'était ton domaine, je te laisse jouer et moi je me contente de venir vérifier si tu as besoin d'aide ou si tu es bloqué. Et donc il y a des gens cons partout, il y a des gens plus matures que d'autres partout. Donc il y a deux possibilités. Soit tu prends un mec qui est pas prêt en CEO et tu te dis je vais lui apprendre et je vais être hyper clair pendant l'entretien qu'il va falloir qu'il passe par cette étape. Soit tu prends quelqu'un qui est mature. Soit tu réponds pas. Tu vois, ça me fait penser, cette semaine, j'ai fait un post LinkedIn qui parlait des part-time CMO, fractional CMO. Ouais. Tu l'as vu passer? Ouais. Et où en fait, tu vois, même des gens complètement juniors, j'aurais des anecdotes à raconter sur des juniors qui se disent CMO, etc. Oui, j'en coach quelques-uns quand je les récupère en miettes, généralement après quelques mois de burn-out. Ouais. Et en fait, il y a ce sujet de, il y avait quelqu'un qui avait commenté en me disant, bah écoute, moi je fais ça, bah du coup tu me définirais comment? Bah comme un responsable marketing. Et il y a pas de galère en fait, tu vois. Enfin. Et si on définit par des choses qu'on fait, déjà c'est pas bon. En fait, parfois tu ne vas rien faire parce que c'est pas ce qu'on t'attend. Ce qu'on va te demander, c'est plutôt de réfléchir, de concevoir, pas de faire des choses. Ah oui. Moi je fais des choses parce qu'une petite boîte et qu'il faut bien faire des choses. Enfin, Oui, mais c'est pas ma valeur. Oui, mais t'as l'expérience et le recul nécessaire pour pouvoir te définir comme CMO ou pour que d'autres personnes puissent te définir comme tel, tu vois. Enfin, c'est surtout ça qui est important. C'est ça quoi. qui est important. Allez, je reviens un peu sur des éléments opérationnels, notamment sur le côté enterprise. Account-based marketing. Account-based marketing, je reviens là-dessus parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent l'account-based marketing vraiment exclusivement comme prendre du temps sur des leads et collaborer très bien avec des sales. Il y a quand même une vision account qui est différente d'une approche lead. Ouais. Comment toi est-ce que tu abordes ça? Il faut savoir que beaucoup d'entreprises vont te dire qu'ils ont une base de données dégueulasse. On est d'accord que tout le monde, lorsqu'il parle de sa base, elle est nulle. Mais c'est parce qu'en fait, avant même de parler d'ABM, il faut penser à comment tu la remplis, cette base. Et si jamais tu la remplis bien, l'ABM découle de source. Pourquoi? Les marchés, surtout sur Enterprise, c'est fini. T'as pas 50 millions d'entreprises qui vont acheter ta solution. En général, t'en as 10, 20 000, allez, 30 000 si t'es international et que t'as de la chance. Bah, tu les achètes. Désormais, ton métier, c'est part-time CMO. Ou fractional CMO, il y a un peu plusieurs termes. Ouais, c'est la mode. C'est la mode, c'est le nom pompeux, ouais. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais. Parce que, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a un peu une mode autour des fractional, head-off, C-level, etc., etc. Déjà, pourquoi toi, tu as choisi cette voie? De manière très opportuniste. Ok. Je vais être sincère. J'ai quitté Sunday. J'ai un copain qui lançait une boîte à Station F, qui avait personne en marketing et qui avait besoin justement, tu vois, de challenger un peu la vision et tout ça et de l'aider là-dessus. Donc, je l'ai accompagné là-dessus. Et puis après, il m'a présenté quelqu'un d'autre qui avait aussi un besoin et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je peux mettre mes hard skills marketing et mes soft skills de management au service de gens qui en ont besoin. J'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur pendant les premiers mois en me disant pourquoi ces types-là, ils écouteraient Antoine Yachérif, 32 ans, qui a à peine 10 ans d'expérience et qui, en plus, a une expérience plutôt limitée dans le monde des startups parce que 7 ans ou 8 ans de grands groupes avant. Et en fait, je me suis rendu compte que ça apportait beaucoup de valeur.
parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas forcément le recul, parce qu'ils ont simplement besoin d'être challengés. Et donc, quand j'ai vu que ça apportait de la valeur, probablement, j'espère, ce sera à eux de le dire. Et quand j'ai vu que ça apportait de la valeur, je me suis dit, je vais essayer de continuer à faire ça. Et simplement, pourquoi part-time CMO? Alors, honnêtement, le titre, je m'en fiche un peu. Ça pourrait être part-time head of marketing ou part-time marketer, peu importe. Parce que ce que j'aime bien quand même, c'est être suffisamment dans l'entreprise et être au contact des équipes commerciales, on s'en parlait tout à l'heure, des équipes customer success, etc. Donc le fait d'intervenir 1, 2, 3 jours par semaine dans les boîtes sur des formats un petit peu plus longs, d'où le titre part-time CMO, pour moi ça permet de mesurer mon impact. Le marketing, et quand tu fais de la demand gen ou de la brand, on se disait tout à l'heure, l'impact il est un peu plus long. Ça me permet d'être suffisamment longtemps dans les structures pour pouvoir voir que ce que je fais fonctionne et continuer à garder du management. Parce que généralement, je continue à avoir je manage des équipes en fait internes dans ces boîtes-là. Ça m'empêche pas d'avoir des projets parfois short term, projets classiques de free pendant 10 jours, des audits, des roadmaps et tout, ce qui est super cool. Mais moi, je préfère quand même le modèle d'accompagnement sur le long terme. Et tu dirais que c'est quoi un avantage pour une boîte à faire appel à un part-time C-level, etc. versus recruter quelqu'un full-time? Alors conjoncturellement, aujourd'hui, les boîtes veulent moins prendre le risque d'investir un gros billet sur quelqu'un qui est capé, qui va coûter cher et qui sera pas forcément la bonne personne. Donc ça permet de se prévenir un peu ce risque-là. Surtout en ce moment, la mode c'est quand même pas de recruter, donc ça permet ça. Ça permet d'avoir une agilité, évidemment. Donc c'est une personne dont tu as besoin à un instant T. Si à un instant T plus 1, tu n'en as plus besoin, tu peux te séparer de la personne facilement. Troisièmement, ça permet d'avoir une expertise et une seniorité que tu n'aurais pas forcément eu les moyens de te payer autrement. Et enfin, il y a des boîtes. J'en parlais justement avec Emmanuel de Aircall. Tu as des boîtes qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps ou pas les ressources. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Aircall, mais en général, d'internaliser certaines compétences, d'avoir de la formation continue, d'avoir les meilleures personnes sur des postes précis. Et donc, dans ces cas-là, prendre des gens à l'extérieur, c'est le meilleur moyen de parer à ça, quoi. Donc, c'est en résumé, agilité, flexibilité, se prévenir du risque et avoir une meilleure expertise et seniorité sur un sujet précis. Ok. De ce début d'expérience, on va dire que c'est assez récent cette expérience chez toi. Moins d'un an. C'est quoi les premiers gros apprentissages que tu as eus ou les grosses erreurs que tu as commises, tu vois? La première erreur a été de penser que les interlocuteurs, donc les interlocuteurs fondateurs, fondatrices, CMO, avec qui je travaillais au quotidien, avaient le même niveau de connaissance ou étaient éduqués de la même manière sur les leviers ou la méthodologie que moi j'employais. Alors non pas qu'ils sont débiles, simplement c'est pas leur métier, c'est pour ça qu'ils font appel à moi. Et donc au début j'ai sous-estimé un petit peu le boulot d'éducation. Quand j'allais voir des boîtes et que je leur parlais de vision, mission, positionnement ou USP, parfois ils me disaient qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de faire ça en fait. Si, il faut prendre le temps. Donc, t'as ce boulot d'éducation que j'essaye de faire beaucoup plus et que je faisais moins au départ quand je me suis lancé. Mais qui rejoint aussi, pour moi, c'est directement lié avec le syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est-à-dire que finalement, tu te dis, mais mes compétences, elles sont évidentes, tu vois. Ouais. Je trouve que ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. C'est que tu prends un petit peu pour acquis ce que toi tu fais depuis ton expertise, depuis un certain nombre d'années. Alors que la personne en face a pas forcément la même sensibilité, la même connaissance, la même expérience là-dessus. Donc ça, pour moi, ça a été un gros apprentissage. Le deuxième apprentissage qui a pas été facile, c'est t'as quand même une position d'externe dans l'entreprise, et donc culturellement, t'as un peu un pied dedans, un pied dehors parfois. C'est-à-dire que j'ai de la chance parce que les boîtes que j'accompagne, je suis présenté comme un CMO, je suis inclus dans les réunions, etc. Mais tu sens parfois un petit peu de défiance. Ils comprennent pas pourquoi tu es là, pourquoi tu prends quelqu'un d'extérieur, pourquoi ils prennent pas quelqu'un full-time, etc. Et donc, tu as un peu un apprentissage culturel, surtout quand tu fais du management. C'est ce que j'allais dire. T'as Lucie qui fait du content manager et qui se retrouve du jour au lendemain managée pendant en plus 3 mois par quelqu'un d'extérieur, c'est pas facile quand même.
c'est pas facile parce que tu as envie de continuer à apprendre, tu as envie d'avoir un petit peu de projection aussi qui est ta bosse dans plusieurs mois et ça c'est pas facile. Donc ça c'est aussi un apprentissage quotidien. Je dirais qu'il y a même quelque chose sur le côté méfiance. Ouais. Je trouve que selon comment ça a été communiqué en interne, et ben en fait faire appel à quelqu'un d'extérieur en mode oui il va venir pour gérer le marketing et tout, tu sais, naturellement je pense qu'en interne tu peux te dire mais il est là pourquoi, pour faire le ménage le mec, tu vois, genre on prend quelqu'un d'extérieur comme ça on se désolidarise du truc, mais en fait il va arriver, il va virer les gens machin nan, c'est le quoi fameux auditeur voilà, au fond de la salle qui prend des notes et à la fin exactement. Et je pense que ça participe. Ah ouais mais attends, poste de management, il vient faire un audit, enfin est-ce que moi je suis en danger, je comprends pas trop, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication interne. Et c'est pour ça que moi dans les boîtes dans lesquelles j'interviens, j'essaye de pas simplement être livrable focus, on va dire. On va lancer une campagne de Noto, je vais vous aider là-dessus, on va refaire un pitch deck, etc. J'essaye d'être aussi plus dans le soft skill et dans le training, l'éducation, l'accompagnement, faire grandir les personnes que j'accompagne et tout ça, faire du média training. Parfois, ça m'arrive aussi d'aider sur la prise de parole. Non pas que je sois un média trainer ou la meilleure personne pour le faire, mais généralement, il n'y a personne d'autre et donc ça les intéresse de comment structurer un discours et tout ça. C'est quand même ce qu'on essaie de faire en marketing. Et donc, j'essaie de m'orienter un peu plus là-dedans pour qu'ils me voient comme une aide extérieure, une ressource qu'il faut utiliser pour apprendre sur des sujets sur lesquels on n'est pas expert. Et il y a aussi parfois une problématique qui est beaucoup plus terre à terre et fonctionnelle, qui est du management de transition. Il n'y a pas de CMO pendant 4 mois, ça prend du temps de recruter un CMO. On me place sur un poste pendant ce temps-là et j'essaie de continuer à faire vivre le département pendant ce temps précis. En tout cas, il y a vraiment cet aspect apprentissage culturel et la position que tu as envie de te donner quand tu arrives dans l'entreprise et la position que l'entreprise te donne aussi et comment tu es présenté, c'est essentiel. Ouais. D'autres erreurs ? Ou apprentissage, tu vois, un peu les gros apprentissages. Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Et ce qui est compliqué, c'est que surtout quand tu es part-time CMO, donc tu es un petit peu plus dans la stratégique, dans l'exécution, tu te retrouves quand même dans des discussions justement de vision, de mission, dans des comex et tout ça, où tu dois être capable de donner ton avis sur la boîte dans 1, 2, 3 ans, sur des perspectives de croissance, sur une verticale potentiellement à fermer, etc. Et ça, c'est hyper compliqué parce que tu sais que tu seras plus là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras même probablement plus là dans 3 mois. On te demande quand même ton avis. Si tu donnes pas, au départ, voilà une erreur. Au départ, je donnais pas trop mon avis sur ces sujets-là parce que je me disais, je suis pas légitime. 1, je viens d'arriver, je connais à peine la boîte. 2, je vais me barrer dans 3 mois. Bon, ils ont pas besoin de mon avis. En fait, si, quand tu recrutes quelqu'un de senior, c'est un peu la différence aussi entre faire du marketing opérationnel et un poste de CMO. On est là aussi t'es là aussi pour challenger, avoir une vision critique sur l'avenir de la boîte, les perspectives de croissance et prendre des décisions qui sont compliquées. Et je me suis rendu compte que rester silencieux sur ces sujets-là pouvait me desservir, alors qu'avoir un avis, quelque chose à dire là-dessus, c'est aussi ce qui était attendu de ma part. Donc ça, maintenant, j'essaye en gros de plus l'ouvrir, quoi. Bah oui. Modo. Mais t'es attendu là-dessus, donc exactement. En même temps, voilà. Exactement. Ok. Je pense qu'il y a le truc un peu cool aussi dans la position de CMO as a Service, c'est que du coup, tu t'es confronté au marché de manière un peu plus globale. C'est-à-dire que, tu vois, quand t'es full-time dans une boîte, t'es confronté à un marché, mais dans une industrie particulière. Là, ça te donne potentiellement l'opportunité de pouvoir identifier des trends un peu plus globales, etc., etc. Tu dis, c'est quoi, globalement, les tendances que t'observes sur le marché, globalement, et même, tu vois, particulièrement sur la partie marketing, un peu sur les pratiques marketing que tu es un peu en train d'observer, les shifts que tu es en train de voir, de mentalité ou, enfin, tu vois. Ouais. Bah alors, il y a un sujet, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce que j'anticipe dans un avenir proche et qui est déjà en train de se passer. Et tant mieux pour moi, parce que là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est que les leviers d'acquisition vont être beaucoup moins tournés, sont de moins en moins tournés pure lead generation et performance marketing. Pour une raison simple, c'est que ça coûte de l'argent et que les budgets en ce moment sont en train d'être squeezés et que les gens ont moins d'argent à investir dans de la perf et des ads.
pour justement au service de plutôt ce qu'on appelle du demand gen versus du lead gen. Et c'est essayer d'engager ton audience avec un contenu qui soit relevant, essayer d'être opinion leader, d'avoir justement cette notion dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est une stratégie qui est plutôt du pull versus du push. Et j'ai l'impression que des marques aujourd'hui qui ont moins les moyens d'investir demain dans la perf et qui ont compris aussi l'importance de la brand et des messages, etc., s'orientent plutôt vers ça. Donc pour moi, ça, c'est une tendance qui va être importante. Là, peut-être une deuxième tendance intéressante, c'est de plus en plus difficile d'acquérir des nouveaux clients. Et en fait, si tu as déjà des clients existants, qu'est-ce que tu fais avec eux? Donc tu vois, c'est le marketing client, donc nurturer ta base de clients existants, les chouchouter, évidemment dans une optique de cross-sell, d'upsell, etc. Mais c'est chouchouter, faire de la rétention, éviter du churn, et donc c'est se recentrer sur la base de tes utilisateurs existants et pas uniquement essayer de faire de la croissance extensive à tout prix et à tout budget, quoi, on va dire. Voilà. Donc, demand gen et marketing client, quoi. Ok. Comment tu vois le rôle du CMO évoluer sur les 5 prochaines années? Je pense que le CMO, il va... Alors, premièrement, je pense que de plus en plus de personnes vont se lancer en free, et bon, c'est déjà le cas, et vont rechercher la flexibilité que moi j'ai aujourd'hui et que plein de gens ont. Et là, je pense que la tendance va se confirmer. Je pense que la tendance va se confirmer. Simplement, conjoncturellement, il y a pas mal de marketeurs qui sont éjectés parce que le marketing est généralement cuté en premier quand tu as un budget qui disparaît et dans une période de layoff comme aujourd'hui. Donc, tu as des bons talents, ou moins bons d'ailleurs, qui se retrouvent sur le marché. On pourrait s'en parler, mais il y a un petit risque aujourd'hui d'avoir des part-time CMO à gogo. Et en fait, je pense qu'on atteindra un point de non-retour le jour où tes 4 premières pages sur Malte, ce sera part-time CMO, part-time CMO. Et donc ça, c'est un petit risque que je vois, c'est que ça va devenir une commodité. Bon, ça, c'est un risque. En tout cas, en termes d'opportunité, je pense qu'on va rechercher plus de flexibilité. Pour les CMO qui restent en position, il y en aura toujours, évidemment. Je dis pas le contraire. Mais par contre, il va y avoir un sujet, à mon avis, people, du coup. Et c'est comment gérer des ressources qui, elles, cherchent à avoir de plus en plus de flexibilité. Donc, travailler d'où elles veulent, faire du free à côté de... Je crois que tu en parlais avec Jean de Collective Work. Les boîtes où tu pourrais te dire, je fais du CDI pendant 3 jours et à côté de ça, je fais une mission de free. Comment tu gères en tant que CMO des personnes comme ça dans ton équipe, des ressources? Tu as l'impression qu'elles sont pas entièrement dedicated sur ton sujet. En fait, elles ont juste besoin de voir du pays. Elles ont juste besoin d'être plus flex, plus agiles et tout ça. Donc, pour moi, je le vois de deux manières. Dans le management des équipes, la gestion des people, et pour toi-même, flexibilisation de ton rôle, et c'est quand même cool de pouvoir bosser sur plein de projets différents, dans plein de boîtes différentes. Enfin, moi, je vois que c'est enrichissant. Ça a pas mal de contraintes, de risques, d'inconvénients que je commence aussi à voir, mais pour l'instant, c'est cool. Jolan, toi, tu es CMO part-time. CMO part-time, c'est un peu le truc qu'on commence à voir fleurir de partout. C'est quoi un CMO part-time? Alors, donc ouais, effectivement, je suis CMO part-time. J'ai fêté mes 2 ans il y a pas très longtemps. Donc c'est une toute nouvelle expérience après mon expérience en CDI. CMO part-time, en fait, effectivement, c'est un terme qui est assez marrant. Il est assez galvaudé. Je pense qu'on est assez aligné sur ce point-là. Au sens où même moi, en fait, tout au long de mon parcours, entre le moment où je me suis mis à mon compte et le moment où j'ai vraiment travaillé sur mon positionnement, j'ai eu pas mal d'évolutions sur comment je voulais me présenter, etc., etc. Et en fait, le CMO part-time, c'est juste une nouvelle manière de apporter des ressources marketing d'un niveau assez élevé, d'un point de vue très stratégique jusqu'à la partie tactique, à différentes typologies d'entreprises. Dans mon cas à moi, en fait, moi, je suis CMO part-time pour des boîtes B2B et B2C. Donc, quand je me suis lancé, j'ai fait le choix de pas vouloir prendre de secteurs particuliers et de mettre sur les deux parties. Et je les accompagne sur tous leurs enjeux marketing, de l'acquisition à la partie rétention, etc., etc. Donc sur tout le funnel, avec pour objectif de les accompagner sur les enjeux de croissance. Ok. Tu dirais que, enfin, toi, c'est quoi qui t'a motivé à faire ce move-là? Parce que c'est un move qu'on voit de plus en plus, mais du coup, ça m'intéresse de savoir, toi, ce qui t'a motivé. Je pense qu'il y a eu deux déclencheurs. Le premier, c'est l'envie d'aller tester de nouveaux marchés.
Donc en fait, CMO part-time, tu as l'opportunité quand même de pouvoir, en fonction de comment tu gères ton temps, etc., de pouvoir travailler sur plusieurs missions en même temps, plusieurs business en même temps, plusieurs secteurs, si tu fais comme moi B2B ou B2C. Et donc en fait, d'avoir une richesse d'un point de vue marketing, d'enrichissement, etc., qui est vachement intéressante pour ta progression, rien que juste pro. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, à mon sens, la frontière entre B2B et B2C est de plus en plus poreuse sur les stratégies marketing. En fait, les choses se rejoignent de plus en plus. On voit que la partie influence qui se développe de fou sur le B2B, qui est ultra établie depuis très longtemps sur le B2C. Et en fait, pour moi, CMO part-time, c'était l'opportunité d'attaquer différentes verticales marketing pour une grande diversité d'entreprises et de le faire en fait en même temps et donc d'avoir une progression exponentielle et de pouvoir en fait valoriser tout ça. D'accord. Et bon, toi, tu fais partie de... J'ai l'impression que tu fais un peu partie des anciens du modèle part-time CMO, parce que même si ça fait 2 ans, Ouais. J'ai l'impression qu'il y a 2 ans, c'était pas trop ça, tu vois, Ouais, encore. ouais. C'est quoi tes conseils pour les gens qui veulent se lancer ? Déjà, en fait, je pense qu'il faut être assez honnête avec le sujet du CMO part-time. C'est un sujet qui est pas si simple parce que c'est vachement hype, à mon sens. Tout le monde l'utilise, le terme. Et en fait, même moi, j'ai été un peu le premier. Quand je me suis lancé, à aucun moment, je me suis dit, OK, je vais être le nouveau CMO part-time de telle ou telle entreprise. Ce que je voulais juste, c'était, moi, je suis directeur marketing. J'ai envie de travailler avec plein de types de boîtes. Comment je fais? J'ai testé plein d'éléments de langage, de wording, etc. Le CMO part-time est celui qui était le plus simple pour mettre en avant une proposition de valeur. Et en fait, le seul conseil, ce que j'ai appris au fil du temps avec tout ça, c'était que ce qui comptait, en tout cas pour moi, et ce qui fonctionne le mieux, c'était de travailler à la fois sur du très stratégique, donc sur du long terme, en même temps d'avoir une grande capacité opérationnelle. C'est-à-dire que moi, les typologies d'entreprises avec lesquelles je bosse, elles ont besoin de stratégique, elles ont besoin d'être rassurées, etc. Mais en fait, elles payent quand même pour qu'on puisse délivrer, accélérer, faire des trucs opérationnels, qu'elles aient des ressources ou pas. Très régulièrement, en fait, pourquoi on prend un CMO part-time, c'est parce qu'en fait, elles ont plus ou moins perdu du budget ou des ressources. Elles ont pas la capacité d'aller réembaucher quelqu'un. Elles ont besoin de quelqu'un à un moment donné pour faire quelque chose qu'ils sait faire et le faire vite et le faire bien. Et donc, en fait, moi, le conseil que je peux donner, en tout cas celui que j'essaie d'appliquer pour moi, c'est d'essayer d'aller chercher, en fait, d'essayer d'un peu de prendre son temps, de bien choisir les verticales sur lesquelles on est bon. C'est pas parce que t'es CMO part-time que tu dois être expert dans toutes les thématiques. Data, inbound, outbound, etc. Moi, je sais que l'outbound, par exemple, c'est pas mon sujet, donc je ne prends pas de mission de ce type-là. Et par contre, de valoriser au maximum des missions plus ou moins longues, au moins 3, 4, 5, 6 mois, et de pas mélanger trop de missions en même temps. Parce qu'en fait, on se perd, parce que c'est dur, parce qu'on dépasse tout le temps le nombre de jours qu'on veut allouer dans la semaine, etc. Et je pense que le max, c'est 2 jours deux grandes missions en même temps, sinon c'est complexe. Bah, tu vois, je m'étais noté en question comment on gère son temps correctement en étant part-time CMO. C'est dur. T'appuies pile poil sur le truc, quoi. Tu vois, moi, sur les 2 dernières années, j'ai dû changer 4 fois de business model, en fait, de manière où je vendais en projet que j'accompagnais, à la journée, etc. Et j'ai surtout changé au moins 3 ou 4 fois de type d'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai commencé où j'ai essayé de prendre une grosse mission et des petites missions. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les petites missions, si je voulais bien faire mon taf, en fait, fallait que je creuse. Donc, c'est devenu des moyennes missions. Sauf qu'en fait, il y a que 7 jours dans une semaine. Donc, même si je voulais avancer, c'était compliqué. Ensuite, je suis passé dans un format où je prenais que des plus grosses missions en 2 jours, 2 jours et demi, semaine. Mais pareil, ça demande une grosse orga. Et en fait, finalement, pour moi, la clé, c'est choisir des missions sur lesquelles tu as au moins 50 à 60% de l'expertise où tu es ultra bon. Où en fait, tu sais que ça roule de la stratégie jusqu'à l'opérationnel. Où en fait, t'es à l'aise dessus et après, il peut y avoir des choses nouvelles que tu vas travailler où c'est un peu plus délicat. Bien s'entourer. S'entourer d'autres freelances, d'autres personnes qui peuvent en fait accélérer quand tu peux pas le faire et t'apporter une ressource complémentaire. Ça a été vachement game changer pour moi. Ah oui, donc c'est pas s'entourer à l'intérieur de la boîte. Pas nécessairement en tout cas. Ça m'arrive quand même très souvent d'aller dans des boîtes qui sont plus ou moins structurées. Moi, j'arrive maintenant, j'ai la chance en fait au fil du temps d'avoir rencontré des gens avec qui je bosse bien, et sur certaines thématiques, la partie data, la partie trafic, et sur la partie par exemple outbound, j'ai 2-3 personnes références. Quand j'en ai besoin, j'appelle, je sais que je le lance. Et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, énormément en efficacité, et surtout de pouvoir me concentrer sur le vrai rôle pour moi du CMO part-time, c'est d'être en fait très bon stratégiquement, mais c'est surtout d'être capable de rassurer et d'offrir du zen. Moi, j'ai une relation directe avec les fondateurs. Le fondateur, quand il me paye pour ce que je vais lui apporter d'un point de vue marketing, mais il me paye aussi pour avoir l'esprit tranquille et savoir qu'on va dans une direction qui lui plaît. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est, un profil qui est plus ou moins senior.
c'est de se dire que il y a des sujets que je maîtrise pas ou que je vais découvrir avec eux, mais je les absorbe de manière à ce que l'entreprise ou le CEO, il respire. Enfin, c'est beaucoup plus agréable. Et ça me permet d'aller chercher les ressources à gauche, à droite, etc., et de délivrer. Et ça fait 6-7 mois que c'est comme ça, et là, ça fonctionne bien. Ok, excellent.